L'actualité environnementale, c'est sur Green TV International. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. 500 femmes dans la région des Savanes au nord du Togo bénéficient d'une formation sur le système de riziculture intensive. Elles sont outillées pour booster la production agricole avec un autre avantage, celui de réduire les coûts de production piscicole. Au Burkina Faso, 16 forages profonds verront bientôt le jour dans la localité de Sourou-Koudougou dans l'ouest du pays. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ont été lancés par le directeur de cabinet de la présidence de la République du Burkina. Dans ce journal, nous vous amenons au Bénin pour parler de l'influence des rites vaudous dans la protection des écosystèmes marins. Voilà ainsi présentés les titres. Place au développement. Au Togo, l'avenir de la production rizicole connaît un tournant majeur. Plus de 500 femmes de la région des Savanes bénéficient d'une formation sur le système de riziculture intensive. C'est une approche novatrice qui permet d'améliorer la production agricole tout en réduisant les coûts de production. Les détails sont signés Honoré Kata. Le Togo renforce sa stratégie agricole en formant plus de 500 femmes de la région des Savanes au système de riziculture intensive SRI, un modèle de production plus efficace et durable, initié par la FAO et le gouvernement dans le cadre du programme One Country, One Priority Project OCOP. Cette approche vise à améliorer le rendement du riz tout en réduisant l'usage des semences, de l'eau et des engrais chimiques. La formation se déroule sur le ZAP de Nano, où les bénéficiaires ont déjà reçu des intrants et des semences améliorées pour optimiser leur production. L'objectif est d'instaurer une agriculture plus résiliente et économiquement viable en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement. Le SRI repose sur plusieurs étapes essentielles visant à maximiser les rendements tout en optimisant les ressources disponibles. La première phase concerne le choix et le traitement des semences, suivi de la préparation du sol avec un apport en matière organique favorisant la fertilité. Ensuite, l'installation de la pépinière précède le repiquage des plants après seulement 8 à 12 jours, une technique qui accélère la croissance du riz. L'une des particularités majeures du SRI réside dans la gestion de l'eau. Contrairement aux méthodes traditionnelles, où l'eau doit être présente en permanence dans les parcelles, ce système préconise un assèchement progressif du sol avant chaque nouvel apport. De plus, la consommation de semences est drastiquement réduite, passant de 80 kg à seulement 10 kg par hectare. L'utilisation des engrais chimiques est également diminuée avec une baisse de moitié des doses de NPK et d'urée, ce qui permet de réduire les coûts tout en limitant l'impact environnemental. Cette initiative marque une avancée significative dans la politique agricole togolaise en rendant la production rizicole plus accessible et rentable pour les agricultrices. En alliant formation technique et adoption des pratiques durables, elle renforce l'autonomie des productrices locales, leur permettant d'améliorer leurs revenus tout en préservant les ressources naturelles. En intégrant l'agroécologie dans le processus de culture, le SRI contribue non seulement à la souveraineté alimentaire du pays, mais aussi à la résilience des exploitations face aux défis climatiques. Pour le gouvernement et la FAO, ce modèle pourrait être un levier clé pour assurer une production durable et renforcer la sécurité alimentaire au Togo, en particulier dans les régions à fort potentiel agricole comme les savanes. L'Agence nationale de la météorologie du Togo donne les prévisions des mois de février et mars 2025. Quelle sera la situation climatique dans les différentes zones du pays? Les réponses dans cet élément. La situation météorologique sera contrastée au cours des mois de février et mars 2025. C'est ce qu'a révélé les prévisionnistes de l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, lors d'un atelier qui s'est déroulé du 29 au 31 janvier dernier à Kara, au nord du pays. Dans les 2 mois à venir, le nord du pays sera marqué par ce que nous appelons la présence de la poussière et de la brume sèche, et qui des fois va réduire ce que nous appelons la visibilité, donc attention aux transporteurs. Et dans le sud, nous allons à partir de mi-février en allant commencer par enregistrer quelques plus faibles, accompagnés des orages, et que les populations doivent vraiment faire attention. Attention parce que ce n'est pas les premières pluies qui doivent amener les agriculteurs de commencer les cultures. Donc il va falloir attendre parce que nous avions l'habitude de pouvoir faire les prévisions saisonnières et on se prépare pour pouvoir faire les prévisions saisonnières pour l'année 2025. Sur cette même période, les températures devraient osciller entre 20 et 40 degrés Celsius. Celles-ci sont légèrement supérieures à la normale
et pourrait accentuer la sensation de chaleur dans plusieurs localités du pays. Pour surmonter ces désagréments du climat, les experts de l'ANAMET recommandent aux populations de respecter les périodes de feu de végétation, de boire beaucoup d'eau, d'éviter le plus possible l'exposition au soleil, d'assurer une gestion efficiente des ressources en eau, de se vacciner contre la méningite et de prendre des précautions contre d'autres maladies respiratoires. Cette rencontre entre météorologues et autres personnes ressources, telles que les hydrologues et membres de la protection civile, a permis d'évaluer les prévisions saisonnières de l'année 2024. D'après cette évaluation, l'on retient que le cumul moyen des précipitations à l'échelle nationale s'est établi à 1162 mm en 2024 contre 1274 mm en 2023. Une légère diminution qui a eu des conséquences non négligeables sur la production agricole selon l'ANAMET. Au Togo, la durabilité des infrastructures d'assainissement demeure une priorité majeure. Malgré les efforts d'investissement, la dégradation rapide de ces équipements continue de compromettre la qualité du service pour les populations. Pour toucher la réalité du doigt, la ministre togolaise de l'eau et de l'assainissement Mila Aziablé a lancé une tournée d'inspection à travers le pays. Objectif, évaluer les installations existantes et identifier les ajustements nécessaires. Honoré Kata nous en dit plus. La question de la durabilité des infrastructures d'eau et d'assainissement revient régulièrement au cœur des préoccupations. Malgré les investissements consentis, la dégradation rapide de ces équipements menace la qualité du service rendu aux populations. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Mila Aziablé, a entrepris une tournée d'inspection à travers le pays afin d'évaluer l'état des installations et d'anticiper d'éventuelles corrections. Lors de son passage dans la région de la Kara, elle a visité plusieurs sites stratégiques dont la station de traitement des eaux potables et les infrastructures de gestion des déchets. Plus tôt dans la semaine, elle s'était rendue dans la région des Plateaux où elle a inspecté le centre de traitement d'Iwolobo, mis en service en 2024 avec une capacité de 30 000 m3 par jour. Si la ministre a salué la qualité des travaux, elle a aussi relevé des insuffisances techniques qui nécessitent des ajustements, preuve que le défi ne réside pas uniquement dans la construction, mais aussi dans le suivi et la maintenance. Ces visites rappellent l'urgence d'une gestion rigoureuse des infrastructures. Au-delà des inspections ponctuelles, il est crucial de renforcer les mécanismes de maintenance et de responsabiliser les acteurs locaux pour éviter une détérioration prématurée des équipements. Une approche durable doit allier investissement, suivi technique et implication des populations afin de garantir un accès pérenne à l'eau et à l'assainissement. Au Burkina Faso, le directeur de cabinet de la présidence de la République, le capitaine Martha Céleste Anderson de Komwimeda, a donné le temps des travaux de réalisation de 16 forages profonds dans la localité de Souroukoudou, dans la région des Hauts-Bassins à l'ouest du pays. C'était le 1er février dernier avec un objectif ambitieux, celui de donner un accès total à l'eau potable à toute la population de la région. Les détails sont signés avec la voix d'Irène Papadina. Le 1er février 2025, le directeur de cabinet du chef de l'État burkinabé, le capitaine Martha Céleste Anderson de Komwimeda, a lancé les travaux de réalisation de forages profonds à Souroukoudou dans la commune de Bama, située dans la région des Hauts-Bassins. Le président du Faso, chef de l'État, accorde une place importante à la recherche et à la découverte bien sûr des potentialités qui se trouvent sur notre territoire. Je pense que ce lancement aujourd'hui témoigne de cette recherche parce qu'elle va au-delà des questions d'eau et je pense qu'elles permettront de mieux savoir et mieux comprendre ce qui se trouve dans notre sol et permettre des exploitations. Au total, ces ouvrages, dont 8 forages profonds et de 8 piézomètres, ont été prévus. Ils auront des profondeurs allant de 500 à 1000 mètres et un débit minimal de 500 m3 par heure. À l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de réalisation de 8 forages profonds, l'événement du jour revêt une importance capitale pour notre pays car il symbolise notre engagement collectif à relever les défis liés à la connaissance et à la mobilisation des ressources en eau. Au total, 16 ouvrages composés de 8 forages profonds et 8 piézomètres seront réalisés dans le cadre du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans différentes localités des régions des Cascades et des Hauts-Bassins. Les résultats obtenus permettront de répondre aux défis urgents du secteur de l'eau. Les travaux découlent du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement PAEA
du ministère burkinabé de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Cette initiative dénommée La bataille de l'eau ressort de la volonté du gouvernement burkinabé de prioriser le droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous les Burkinabés. Le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, Roger Barrot, au cours du discours de lancement, a révélé que ces forages ouvrent une nouvelle ère pour la recherche dans les domaines de l'hydrogéologie et de la géologie qui cadre avec le point 6 des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Il a ajouté que ces réalisations permettront aussi d'avoir une longueur d'avance sur les défis grandissants liés à la gestion des ressources en eau dans le contexte actuel de changement climatique. Les villages concernés par ces forages profonds du PAEA sont Mina, Bazon, Legima, Bana, Mangafeso, Surukudugu, Desso et Muzodougou. Comme prévu, ils seront rendus dans 18 mois avec un accès à l'eau potable de manière pérenne. Au Bénin, la nature est confrontée à d'énormes défis tels que la pollution, la déforestation et la surpêche. Parmi les écosystèmes les plus menacés figurent les mangroves qui sont essentiels à la préservation de la biodiversité. Pour inverser la tendance, les autochtones pratiquent des rites vaudous afin d'influencer la population sur la gestion de ces mangroves et l'adoption des pratiques respectueuses de l'environnement. Irène Papadina nous en dit plus. Les mangroves, ces forêts qui se trouvent à la jonction de la terre et de la mer, sont d'une importance capitale pour la biodiversité. Elles constituent des boucliers contre les tempêtes et l'érosion en stabilisant les sols côtiers. Cependant, au Bénin, comme dans de nombreux autres pays tropicaux, ces zones sont menacées par la déforestation, souvent causée par l'exploitation du bois, la construction et la surexploitation des ressources marines. Les pratiques spirituelles et religieuses des communautés béninoises, en particulier celles liées au vaudou, ont une influence profonde sur la gestion de l'environnement. Le vaudou, souvent mal compris à l'extérieur, est en réalité une religion animiste, place l'harmonie avec la nature au cœur de ses croyances. Les rites vaudous associent de nombreuses entités divines aux éléments naturels, notamment l'eau, les forêts et la faune. Parmi ces entités, les esprits des mangroves sont vénérés comme des protecteurs des zones humides et des ressources maritimes. Les rituels vaudous ne se limitent pas à des croyances spirituelles. Elles ont également un impact direct sur les pratiques écologiques. Des cérémonies sont organisées pour honorer les esprits protecteurs des mangroves. En plus des rituels, ces festivités offrent également une occasion de sensibiliser la population locale à l'importance des mangroves. Les croyances vaudou servent ainsi de levier pour la gestion durable de l'environnement. Les anciens transmettent leurs connaissances et traditions aux jeunes générations, renforçant ainsi la culture de préservation et de transmission des valeurs environnementales. Les rites vaudous, bien qu'ayant un rôle protecteur, sont souvent insuffisants face à ces défis. C'est pourquoi des initiatives modernes, telles que les programmes de conservation des mangroves, soutenus par des ONG locales et internationales, sont nécessaires pour compléter et renforcer les pratiques traditionnelles. Si toutes ces pratiques ancestrales sont accompagnées d'actions concrètes pour résoudre les défis contemporains, les mangroves béninoises pourraient continuer à prospérer, assurant ainsi la préservation de la biodiversité et des ressources maritimes pour les générations futures. Allons sur la grande île avant de refermer cette édition. Madagascar a dévoilé son pacte national pour l'énergie. C'était lors du sommet africain sur l'énergie qui s'est tenu la semaine dernière en Tanzanie. Le pacte national de l'énergie malgache est un plan stratégique qui vise à accélérer l'électrification sur la grande île tout en contribuant à l'accès à l'électricité à plus de 80% de la population d'ici 2030. Retrouvons Irène Papadina. Lors du sommet africain sur l'énergie qui s'est tenu en Tanzanie les 27 et 28 janvier 2025, Madagascar a signé un pacte ambitieux pour garantir l'accès à l'électricité pour sa population. L'objectif est de passer de 36% de la population actuellement électrifiée à 80% d'ici 2030, offrant ainsi une énergie propre, fiable et abordable à environ 25 millions de Malgaches, tout en réduisant la dépendance au mode de cuisson polluant.
Le gouvernement malgache, en collaboration avec des partenaires financiers internationaux, a prévu un investissement de 7,2 milliards de dollars pour réaliser cet objectif ambitieux. Le ministre malgache de l'énergie et des hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, a souligné que cet investissement sans précédent est crucial pour répondre à l'ambition nationale d'assurer une électrification rapide et inclusive. Pour lui, l'électricité ne doit plus être un luxe réservé à une minorité, mais un droit fondamental pour tous les citoyens malgaches. Le ministre de l'Énergie a également mis l'accent sur l'importance de l'électrification dans les zones rurales où l'accès à l'électricité reste encore très limité. Actuellement, à peine 15% de la population rurale a accès à l'électricité. Le plan prévoit également d'augmenter de manière significative le nombre de mini-réseaux avec un objectif de plus de 1000 mini-réseaux d'ici 2030 contre 200 actuellement. Pour atteindre ces objectifs, des investissements publics et privés seront nécessaires, surtout dans les localités que la compagnie électrique Jirama ne pourra pas connecter. Au-delà des défis financiers, le succès du Pacte national pour l'énergie réside également dans la capacité des opérateurs privés à accélérer la mise à l'échelle des projets. Il s'agit notamment des centrales hydroélectriques de Sakofia et de Voloibé, deux projets stratégiques pour mettre fin au délestage dans la capitale Antananarivo et connecter de nouveaux bénéficiaires au réseau national. Cependant, leur mise en service est retardée depuis plusieurs années à cause des négociations tarifaires difficiles. Si les défis restent nombreux, notamment en termes de financement et de logistique, le pays est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 80% d'électrification d'ici 2030, améliorant ainsi la vie de millions de Malgaches et favorisant un développement plus inclusif et durable. Nous refermons ainsi cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes. Green TV International, we revive environments.